Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission J'y pense et puis j'oublie, consacrée à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées. Ce programme vous est proposé par l'association Delta 7 et la Fondation Amérique Alzheimer et j'ai le grand plaisir de vous retrouver mensuellement pour ce rendez-vous. En France aujourd'hui, on estime à 1 200 000 personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, dont un sixième réside encore au domicile. Autrement dit, plus de 200 000 personnes atteintes de troubles cognitifs. Leurs aidants familiaux, trop peu visibles et pourtant de fait nombreux, jouent un rôle important dans la prise en charge de ces personnes ayant une maladie d'Alzheimer et résidant donc encore au domicile. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ces aidants familiaux. Qu'est-ce que c'est qu'être un aidant? Ces aidants, qui sont-ils? Existe-t-il une particularité, une modalité spécifique de cette aide, de cette aidance quand on accompagne une personne vivant à domicile avec une maladie d'Alzheimer? Autant de questions que nous poserons notamment à notre première invitée, Nina Zerard, économiste, en charge du baromètre de la Fondation Médéric Alzheimer. Vivre le plus longtemps possible à domicile est un enjeu de santé publique. C'est aussi un enjeu de maintien d'une certaine autonomie et d'un certain bien-être pour ces personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Mais dans la majorité des cas, ces enjeux reposent pleinement sur la présence et l'engagement des aidants familiaux au domicile. Ainsi, pour leur permettre d'aider sans s'épuiser, pour les aider dans leur accompagnement d'aidants, des actions sont mises en œuvre, des solutions de répit ont été créées, sous plusieurs formes. C'est ce que nous découvrirons dans la seconde partie de l'émission, dans laquelle nous accueillerons Maude Écorcheville, coordinatrice au sein de l'association Passerelle Assist Aidants. Mais tout de suite, rejoignons Nina Zerard. Bonjour Nina, soyez la bienvenue dans notre émission et merci d'avoir accepté d'y participer. Bonjour Christophe et merci de votre accueil. Nina, vous êtes donc responsable au sein de la Fondation Médéric Alzheimer d'un baromètre qui permet de comprendre et de suivre les attentes et les comportements des Français dans le temps, en ce qui concerne la perte d'autonomie et les danses en particulier. Alors que nous apprend la dernière édition de ce baromètre, réalisé en partenariat avec le groupe Malakoff Humanis? Alors oui, effectivement, je suis en charge de ce baromètre que nous réalisons tous les 3 ans avec l'Institut de sondage Kantar Public. Et la dernière édition à laquelle vous faites référence date de septembre 2020 et a été réalisée à partir des réponses de 6 500 répondants représentatifs de la population française de 40 à 79 ans. Donc, cette enquête, elle va nous permettre de questionner à la fois les souhaits de l'ensemble des Français quant à la prise en charge des personnes âgées et de leurs aidants, mais elle permet aussi de questionner les Français sur leur connaissance de la maladie d'Alzheimer. Et puis, au sein de ces Français, on va pouvoir identifier des aidants familiaux et les interroger sur l'aide qu'ils apportent, l'activité professionnelle qui concilie avec cette aide, et puis aussi leur bien-être et donc en particulier leur état de santé. Très bien. Une des originalités de ce baromètre, me semble-t-il, c'est de s'intéresser aux tâches d'aide. Car en fait, on peut être aidant peut-être sans s'en rendre compte, à partir du moment où on accompagne un proche à domicile. Quand est-ce qu'on peut être désigné, défini comme aidant? Effectivement, c'est une des spécificités de notre baromètre, c'est qu'on ne demande pas aux gens « est-ce que vous êtes aidant ?» On demande aux gens quelles sont les tâches d'aide qu'ils effectuent au quotidien ou à une fréquence moindre auprès d'un ascendant. On se focalise sur un parent ou un beau-parent. À partir de là, nous, on va recenser comme aidant chaque personne qui déclare réaliser des tâches de la vie quotidienne auprès d'un parent ou d'un beau-parent au moins une fois par mois. D'accord, ouais, donc ça fait beaucoup de monde. Oui, effectivement. Avec cette définition, on estime qu'un Français sur 4 âgé de 40 à 79 ans est aidant. Oui. Effectivement, 25% de cette population peut être considérée comme aidant. C'est un chiffre impressionnant. Donc c'est un baromètre qui apporte beaucoup d'enseignements. On peut d'ailleurs le retrouver sur le site internet de la Fondation Médéric Alzheimer. En matière d'aide à son proche en perte d'autonomie, qu'est-ce que souhaitent les Français? Alors pour l'émission d'aujourd'hui, sur la thématique des aidants, on va mettre en avant 3 résultats principaux de ce baromètre.
Le premier, c'est que les Français souhaitent un environnement bienveillant pour les aidants. Quand on parle d'environnement bienveillant, on parle à la fois de société, puisque les Français sont favorables à un État qui intervient pour soutenir les aidants, mais aussi l'environnement professionnel, puisque une partie de ces aidants, sur la tranche d'âge 40 à 79 ans, sont aussi en emploi. Et pour les Français, l'environnement professionnel a aussi son rôle à jouer, à la fois en termes de sensibilisation, mais aussi en termes d'accompagnement des aidants en emploi. Ce constat peut paraître trivial. Ce qui est plus intéressant, c'est que ce résultat, ce souhait d'accompagner les aidants, c'est partagé à la fois par les aidants et les non-aidants. Donc c'est vraiment les Français à l'unisson qui veulent qu'on accompagne les aidants. Un deuxième point intéressant, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle la rémunération de cette aide qui est familiale, donc par définition qui n'est pas rémunérée parce qu'on aide un proche. Et donc les Français sont très très favorables à cette rémunération puisque dans notre dernier baromètre, 84% des répondants ont répondu favorablement à la rémunération des aidants familiaux. Et c'est une chose, sur ce point, les choses vont dans le bon sens, puisque le 1er octobre 2020 est entrée en vigueur la rémunération du congé proche aidant. Et d'ailleurs, dernièrement, a été actée la revalorisation de cette rémunération pour atteindre le niveau du SMIC. Voilà. Et puis enfin, un dernier constat intéressant sur la relation à l'aide des Français, c'est que c'est la manière dont les Français se projettent devenir aidants. Et sur ce point, les Français ne se projettent pas de la même manière quand il s'agit d'aider leurs conjoints ou d'aider leurs parents, avec un investissement et des concessions beaucoup plus marquées pour aider son conjoint. Et donc, à titre d'exemple, 43% des Français refusent de faire évoluer leur vie professionnelle pour aider leurs parents, alors que quand on leur pose la question sur leur conjoint, ils ne sont plus que 13%. Donc on voit vraiment qu'on est plus prêt à aider son conjoint. Et enfin, sur ces trois constats, ce qui est intéressant, c'est que, donc on a parlé de la dernière édition du baromètre, mais c'est un baromètre, on en est à la 3e édition, et ces trois constats sont stables donc depuis la première édition du baromètre. D'accord. Intéressant. Mais alors, comme vous l'avez dit, le baromètre s'intéresse également à la connaissance de la maladie d'Alzheimer par les Français. Mais qu'est-ce qu'ils en savent au juste de cette maladie d'Alzheimer et comment est-ce qu'ils appréhendent la prise en charge de cette maladie ? Alors certes, la maladie d'Alzheimer fait partie du quotidien des Français. Cependant, l'information sur la maladie au plus grand nombre reste nécessaire. Dans cette enquête, pour le dernier baromètre, on a souhaité interroger justement les Français sur leur connaissance de la maladie. Et il en ressort qu'il y a un sentiment de bien connaître la maladie, mais quand on pose des questions un peu plus précises sur la prise en charge, les réponses ne sont pas toujours bonnes. À titre d'exemple, on a par exemple 33% des Français, donc un Français sur 3, qui pensent à tort que l'APA est délivrée par la sécurité sociale. On a par exemple 2 Français sur 3, donc environ 66% des Français, exactement 62% des Français qui ne savent pas que l'APA peut permettre de rémunérer un aidant familial. Donc ces éléments nous montrent qu'il y a un vrai besoin d'information et en particulier au moment de l'annonce du diagnostic, c'est un ensemble d'informations qui pourrait être communiqué à la personne et à son entourage familial. Effectivement. Alors, grâce à vous, nous savons maintenant qu'un Français sur 4 âgé de 40 à 79 ans aide au moins un parent limité dans ses activités de la vie quotidienne. Mais si je ne me trompe, ça regroupe un peu tout le handicap et toutes les personnes qui ont des limitations. Est-ce qu'on sait combien accompagne un proche atteint de troubles cognitifs spécifiquement ? Alors, parmi les aidants de personnes âgées qu'on identifie dans notre étude et par notre méthodologie, on sait que 1 sur 3 aide un proche atteint de troubles cognitifs.
Et en plus, cette enquête, elle nous permet de comparer du coup l'aide apportée à nos aidants atteints de troubles, de proches atteints de troubles cognitifs avec les aidants en général. Et avec un constat assez unanime, c'est que l'aide apportée à un proche atteint de troubles cognitifs est plus intense. Et donc elle est plus intense sur 3 dimensions. Elle est plus intense quand on s'intéresse aux fameuses tâches d'aide qu'ils effectuent. Donc là, peut-être que c'est intéressant de préciser, tâches d'aide, on interroge à la fois sur le fait de gérer le budget de son proche, sur l'aider à faire sa toilette, mais aussi l'aider financièrement. Et à chaque fois, sur toutes les tâches d'aide, donc il y en a 12 dans notre enquête, sur toutes ces tâches d'aide, les aidants de proches atteints de troubles cognitifs aident plus souvent leurs parents. Et par exemple, pour avoir une donnée, par exemple, on a 36% des aidants d'un proche atteint de troubles cognitifs qui déclarent devoir être présent, vérifier ce que son proche fait. Et quand on va s'intéresser aux aidants en général, ça va être 21% des aidants. Donc c'est vraiment des assez grandes différences dans les tâches d'aide effectuées. Cette aide, elle est aussi plus intense dans la fréquence à laquelle l'aide est apportée. Et enfin, cette aide, elle est aussi plus intense quand on s'intéresse à la charge mentale induite par l'aide. Puisque les aidants de proches atteints de troubles cognitifs vont déclarer à 74% se sentir obligés d'être joignables en permanence par leurs proches. Quand on s'intéresse aux aidants en général, cette proportion tombe à 69%. Là encore, un écart assez considérable. Cette intensité de l'aide a un impact sur la santé des aidants. Alors, parce que bien qu'ils vont se déclarer majoritairement en bonne santé, 60% des aidants d'un proche atteint de troubles cognitifs vont se déclarer en bonne santé. Quand on va venir les interroger sur des items plus précis sur leur état de santé, on va trouver que cette aide n'est pas sans conséquence. Par exemple, ils vont être plus nombreux à déclarer que leur état de santé s'est dégradé au cours des 2 dernières années. Ils sont aussi plus nombreux à déclarer consommer quotidiennement ou occasionnellement des médicaments contre l'anxiété ou la dépression. Merci beaucoup Nina Zerard pour toutes ces informations, la précision de ces chiffres que l'on peut retrouver donc, sur le baromètre de la Fondation Médéric Alzheimer, sur le site de la Fondation Médéric Alzheimer. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci. Soutenir un proche vivant avec la maladie d'Alzheimer à un stade modéré ou avancé, comme nous l'a illustré Nina Zerard il y a un instant, ça nécessite un investissement intense de tous les instants, y compris la nuit, moment crucial et sensible pouvant entraîner chez certains patients, chez certaines personnes atteintes de troubles cognitifs, de la confusion, de l'agitation, de l'anxiété, voire même chez certains des déambulations nocturnes. Apporter du soutien aux aidants familiaux ne doit donc pas concerner uniquement la journée, mais aussi s'intéresser à la nuit. Avant d'échanger avec l'association Passerelle Assist Aidants, je vous propose d'écouter le témoignage de Lucie, dont le mari a bénéficié début 2020 de 2 jours par semaine de l'accueil de nuit au centre de gérontologie Les Abondances de Boulogne-Billancourt. Le centre de gérontologie Les Abondances est un établissement public de santé spécialisé en gérontologie. Nous avons fait le constat qu'il n'existait pas sur notre territoire d'offres d'accompagnement de nuit pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et son proche. Or, nous savons que la nuit est un moment un petit peu crucial, avec notamment des déambulations nocturnes. Nous avions déjà un accueil de jour, des locaux qui existaient également, avec une salle à manger, un salon, une chambre qui permettait à nos usagers du jour de se reposer éventuellement pour une sieste, une pièce donc qui se prêtait vraiment à accueillir quelqu'un la nuit. C'est vraiment une nécessité parce que ça permet de souffler.
Parce que petit à petit, on se rend compte que d'abord on ne peut plus sortir, on n'a plus la possibilité d'une vie indépendante. On est constamment 24 heures sur 24 avec le conjoint. Et ces 2 jours par semaine étaient vraiment une bonne chose. L'aidant accompagne le proche malade au sein de l'accueil de nuit à partir de 20 h. Là, c'est le moment où les transmissions se font entre la famille et le soignant sur les habitudes de vie de la personne, qu'on aura bien sûr d'abord recueilli dans une consultation de préadmission avec le médecin notamment. Mais voilà, c'est le moment où aussi le soignant peut rencontrer le proche rencontrer le soignant, et donc un lien de confiance peut s'établir aussi à ce moment-là. Lorsqu'on m'a parlé de l'accueil de nuit aux Abondances, en début de cette année 2019, ça a fait comme un rayon de soleil. Et je me suis dit, si je peux en profiter, ça sera vraiment quelque chose de magnifique. La première fois, j'ai été un petit peu sur le qui-vive, en me demandant comment mon mari allait accepter cette chose-là. Mais il l'a très bien accepté, il n'a posé aucune question. Il a dit c'est mon lit, bon, très bien. Et je lui ai dit au revoir, je suis partie. Et depuis, il vient, quand je lui dis tu vas aller coucher à l'accueil de nuit, ah bon, je l'avais oublié. Et il y va tout à fait facilement. Donc c'est un soulagement pour moi parce que je me dis il n'est pas malheureux, ça ne lui pose pas de problème. Donc c'est vraiment très bien. Maude, bonjour, merci de nous avoir rejoints et soyez la bienvenue dans notre émission. Merci. Vous êtes coordinatrice à Passerelle Assist Aidant. Donc, pouvez-vous tout d'abord nous présenter ce dispositif, Passerelle Assist Aidant, nous dire ce que fait l'association et peut-être revenir sur ce mot de passerelle qui prend un sens particulier ici pour ce dispositif. Oui, Passerelle Assist Aidant apporte un accompagnement personnalisé aux proches aidants, quelle que soit la pathologie de leurs proches. Le but est de permettre de leur apporter un temps de répit, des moments de détente, des informations ou des conseils spécifiques. Et à l'issue de l'accompagnement, on les oriente vers d'autres dispositifs dont ils pourraient bénéficier et qui pourraient également leur apporter du bien-être. Donc dans ce sens, on est un lien avec l'extérieur. Passerelle Assist Aidant fait le lien entre l'aidant à son domicile et les dispositifs et les professionnels qui se trouvent à l'extérieur. On l'aide à trouver un équilibre entre sa vie d'aidant, sa vie de famille et puis aussi parfois sa vie professionnelle. D'où le terme de passerelle. Alors c'est un dispositif qui est particulier, en quelque sorte il est unique. Quelle est l'unicité de ce dispositif? Qu'est-ce qu'il a d'unique? Oui, il est unique et novateur parce que tout se fait au domicile de l'aidant, sur son lieu de vie. Ça évite les contraintes qui sont liées au déplacement, c'est plus simple à organiser pour la personne également par rapport à ces contraintes qu'il a pour son proche ou pour lui-même, et d'autant plus quand on ne peut pas laisser seul son proche au domicile. Voilà, donc Passerelle, ça permet un accompagnement sur une durée d'environ 1 an, où on reste en lien avec la personne et on lui apporte un soutien moral pendant toute cette période. Et il y a aussi la mise à disposition de professionnels qui sont spécialisés et qui connaissent bien les difficultés, les problématiques rencontrées par les aidants. D'accord. Alors, mettons que je sois moi-même un aidant familial, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça s'organise? Donc, je prends contact avec vous pour ma maman, admettons. Comment est-ce que ça se passe? Alors d'abord, il y a un premier entretien pour faire connaissance un petit peu avec la personne, connaître la situation et puis construire avec elle le plan d'aide adapté en fonction de ses besoins et de sa situation.
on va pouvoir lui proposer donc, certains professionnels, je vais revenir dessus. Ensuite, les 4 séances suivantes sont dédiées aux interventions à domicile de ces professionnels de l'équipe. Et ensuite, il y a un 6e et dernier entretien qui permet de faire le bilan, de faire le point sur l'accompagnement réalisé et puis d'orienter l'aidant vers d'autres dispositifs du territoire. Et tout au long de cette durée, de cette période, on reste en lien au téléphone en prenant des nouvelles et on lui apporte un soutien moral. Et quel type de professionnels interviennent au domicile, professionnels du dispositif assisté aidant? Alors, on a la sophrologue qui va pouvoir proposer des techniques de respiration, des outils pour aider la personne à se détendre, pour l'aider à gérer son stress, ou gérer la culpabilité, ce genre de choses. La coach en nutrition pour l'aspect alimentation, les soins socio-esthétiques qui sont basés sur le bien-être, ça peut être un massage, ça peut être un soin du visage pour de la revalorisation. Il y a le Pilate pour la remise en activité physique avec un temps après de relaxation. Ça reste une initiation au Pilate, hein, c'est pas trop physique. On a également une avocate qui peut répondre à toutes les questions d'ordre juridique, éclairer aussi sur les différentes mises sous protection. On a également une ergothérapeute qui va pouvoir voir l'adaptation du logement, travailler également sur la prévention en donnant des conseils de bonne posture pour aider son proche au quotidien, et aussi sur l'activité ou la remise en activité. Et on a aussi une gériatre qui va pouvoir expliquer la maladie, l'évolution, comment faire face à certaines réactions qui sont parfois un peu déroutantes au quotidien. Voilà, l'ensemble de notre équipe. Une belle équipe, effectivement, et assez complète, hein, oui. du point de vue des compétences professionnelles. Est-ce que les aidants familiaux font facilement appel à vous? Est-ce que vous avez des retours positifs ou des expériences plus difficiles avec certains des aidants qui vous contactent? Alors les retours que l'on a lorsqu'on fait le bilan à la fin de l'accompagnement sont toujours très positifs. Les aidants sont généralement très contents d'avoir pu bénéficier de cet accompagnement qui leur apporte du soutien, où ils se sentent écoutés, où on essaye de s'adapter en fonction de ce qu'ils peuvent traverser aussi au cours de l'accompagnement. Parfois, il y a des épreuves, donc on est là pour les soutenir à ce moment-là. On retourne les voir s'il le faut. Enfin, on essaye d'être vraiment au plus proche de ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Alors tout de suite, nous allons justement, en guise d'exemple, pouvoir voir un enregistrement que nous avons fait d'un entretien avec Madame S, qui est aidante familiale et qui bénéficie actuellement de la passerelle assistée aidant. Donc, nous l'avons interrogée à distance. Nous regardons tout de suite. Bonjour Anne, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Nous avons été avec Maude Écorcheville, qui est la coordinatrice de l'association Passerelle Assisté Aidant, et vous bénéficiez de ce service, de ce dispositif. Alors, c'était intéressant de vous poser quelques questions. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous tourner vers cette association? Quelles étaient vos problématiques? Eh bien, ce qui m'a fait tourner vers l'association, enfin fait appel à elle, c'est l'évolution de la maladie de mon mari. J'avais pris contact avec la maison des aînés et des aidants qui m'a beaucoup aidée. Et puis, l'évolution de la maladie a fait que j'avais à nouveau besoin d'aide. Et disons 3-4 ans après cette prise de contact. Et on m'a proposé de faire appel à Passerelle Assist Aidant.
Voilà, alors j'ai tout de suite accepté et on est entré en contact. D'accord. Et ça s'est passé comment? Alors concrètement après, ils vous ont accompagné comment? Est-ce que vous pouvez nous Eh décrire un peu? bien, après une prise de contact au téléphone, la personne est venue chez moi et on a beaucoup discuté sur, d'abord elle m'a présenté l'association, puis discuté sur où on en était et quel était notre quotidien surtout. Le contact est tout de suite passé parce que c'est fait avec beaucoup de... On est vite à l'aise, on se sent écouté, une écoute bienveillante et avec des ouvertures positives. Ça a été vraiment un bon moment. Alors après, on m'a proposé plusieurs séances pour moi. J'ai pris rendez-vous avec une sophrologue qui m'a montré des techniques de respiration, de détente, de relaxation. Et puis, j'ai fait appel aussi, dans le choix qu'il y avait, à une avocate. Et c'était très intéressant parce que j'avais vraiment des questions à lui poser. Et à l'écoute, elle m'a donné beaucoup de conseils pour le futur, comment faire avec quelqu'un qui ne pouvait plus être autonome dans ses papiers, son argent, etc. Donc prévoir un peu le futur. Ensuite, une personne qui est venue aussi sur la gymnastique Pilates. Et j'ai pu prendre contact avec cette méthode que je ne connaissais pas. Je fais beaucoup de gym et ça me détend, ça me permet de rester un petit peu en forme. Et pendant le Covid, ça a été vraiment une privation. Donc là, ça s'est tombé à ce moment-là. Et vraiment, j'étais contente de retrouver tout simplement un peu d'autres méthodes et toutes simples, mais efficaces. J'ai eu la visite aussi d'une ergothérapeute. L'ergothérapeute, elle trouve des solutions adaptées à la maison. Et puis, on a beaucoup discuté sur le rangement aussi, parce que je ne suis pas une as du rangement. Et elle m'a bien apaisée pour que je n'aille pas à toute vitesse pour le faire, mais peu à peu. Donc tout ça est vraiment effectivement à l'écoute. Il y a un échange vraiment entre les personnes, enfin entre moi et la personne, c'était bien. Et puis ce sont des personnes que vous pouvez recontacter éventuellement après. D'accord, donc le contact est facile. Et dans tout Oui, l'accompagnement que vous avez eu, qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous? le plus utile, c'était d'avoir des petits conseils du quotidien, des petits conseils aussi pour le futur, mais sans exagération, pas de dramatisation. C'est toujours ça dont on a un peu peur, je trouve, et c'était fait vraiment calmement. Alors, ils viennent chez vous, c'est un accompagnement où ils viennent à domicile. C'était important pour vous qu'ils viennent chez vous? Eh bien, au début, ça m'a semblé curieux. Ouais. C'est vrai, ça peut sembler curieux. J'ai vite compris que cela permettait déjà une chose importante, c'est de ne pas se déplacer. Oui. Car quand on est fatigué, fatigué des démarches, fatigué d'aller à tel endroit pour chercher un papier, etc., etc., eh bien là, ça soulage. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous. Il vient vous voir, il vient pour vous, et c'est fait absolument sans jugement. C'est ça qui est important. On ne se sent pas espionné du tout. Les intervenants sont là pour vous. Le fait qu'ils soient à la maison leur permet de mieux saisir votre
vos besoins. Mm. Ils comprennent assez vite dans quel genre de vie, quel est votre genre de vie. Ils vous proposent des solutions qui sont adaptées à cela et qui ne sont pas complètement déconnectées. Ils s'adaptent. Mais c'est étonnant l'adaptation, effectivement, qu'ont ces personnes. C'est un peu après qu'on s'en rend compte, mais c'est très bien. Très bien. Et peut-être une dernière question qui peut être un petit peu difficile. Vous parliez du futur tout à l'heure. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Il y a 2 niveaux. Il y a d'abord, je dirais, au jour le jour. La maladie, là, en ce moment, est en train d'évoluer assez vite. Et mon mari a perdu pas mal de capacités, en particulier avec le confinement, qui n'a rien... où rien n'était proposé. Et ça a été très dur. Je l'ai senti baisser. Mais ça baisse par palier. Et on ne sait jamais ce que sera demain. Donc, il faut s'adapter au jour le jour. Alors après, il y a un deuxième palier, c'est dans le futur. Dans le futur, je vais me renseigner sur les hébergements, aller voir, ne pas le faire seul. J'envisage de ne pas le faire seul parce que c'est prenant. Et puis un autre conseil est utile. Je ne sais pas si mon mari ira dans ce genre d'établissement. Moi, je serais assez pour le maintien à domicile, mais je me rends compte que c'est très dur. Alors, je suis aidée à l'heure actuelle, j'ai des aides à la maison et que j'augmente progressivement. Mais on ne va pas pouvoir augmenter indéfiniment les heures. Donc, voilà, je recherche, je vois ce qui se passe. Ne pas le faire dans la précipitation, c'est important. Je me dis que non plus que je ne vais pas l'abandonner. C'est important. Donc, il faut que je réfléchisse bien. Je me posais la question de savoir s'il y avait des établissements pour les deux, c'est-à-dire qui nous accueilleraient tous les deux. Et où moi, je pourrais avoir une indépendance, évidemment, mais et lui, il serait occupé pendant ce temps-là. Il y a besoin ces malades ont besoin d'être occupés, leur changer les idées. Sinon, ils sont dans un ronron épouvantable. Passerelle assisté-dents, donc vous pensez les recontacter peut-être éventuellement? Oui. Je vais rester en lien avec eux. C'est utile, c'est du soutien et heureusement qu'il y a des soutiens comme ça. Il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'évolution de la maladie qu'on ne pouvait pas tout gérer. C'est une illusion et qu'il faut faire appel aux autres. Ils sont là pour vous et j'en suis tout à fait reconnaissante à ces associations. Moi, je suis très, très reconnaissante parce que au début, on hésite toujours et puis non, il faut y aller. Il faut franchir ce pas pour être aidé. Oui, il faut franchir ce pas. Sur le moment, c'est difficile, mais il faut le faire et une fois qu'on l'a fait, c'est un réconfort et on en a besoin. Parce qu'il faut qu'on soit en forme pour aider l'autre. Oui, il ne faut pas s'épuiser ou sinon on ne peut pas aider l'autre. Oui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vais me retourner vers Maud Écorcheville pour terminer notre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aussi. Merci à vous et j'espère que ça pourra profiter à beaucoup de personnes. C'est certain. Dans mon cœur. Merci Anne. Bonne journée à vous. Voilà, merci.
Très intéressant, effectivement. Revenons à nous, Maude. Nous voyons toute l'importance de ce dispositif novateur. Est-ce qu'il est, à votre avis, amené à se dupliquer dans d'autres régions, dans d'autres communes, ou à évoluer au fur et à mesure des expériences que vous en retenez? Alors, à l'heure actuelle, ce dispositif, il existe uniquement sur certains territoires, certains arrondissements de Paris et en Indre-et-Loire. Il a déjà évolué parce qu'il s'est étendu donc, de Paris Centre à Paris Sud et Ouest. Effectivement, ce serait intéressant que les autres aidants qui connaissent les mêmes difficultés puissent aussi bénéficier de ce genre d'accompagnement à domicile. Ce serait intéressant que les aidants vivant sur les autres territoires puissent bénéficier aussi de cet accompagnement au domicile, avec ces professionnels. Et je pense que ce serait intéressant. C'est un dispositif, par contre, qui se veut personnalisé au plus proche de l'aidant. Et en ce sens, ça me paraît un peu compliqué de le multiplier sur un territoire très large. Ça perdrait un petit peu la spécificité de la personnalisation de l'accompagnement. Il faudra l'adapter. Il faudra sans doute l'adapter à ce moment-là. Il y a une étude qui est réalisée en ce moment par Médéric Alzheimer sur notre dispositif et je pense qu'à l'issue de cette étude, on pourra en apprendre davantage sur ce que ça peut apporter et comment modéliser éventuellement ce dispositif. Très bien, nous avons hâte de lire cette étude pour en savoir plus. Merci Maude d'être venue nous décrire cette association très intéressante, très pratique et d'une grande aide pour les aidants familiaux. Donc je rappelle Passerelle Assist Aidant. Dans cette émission, nous avons vu que grâce au baromètre de la Fondation Médéric Alzheimer, nous pouvions avoir une photographie précise des attentes, des souhaits, des comportements des Français en ce qui concerne la prise en charge de la perte d'autonomie et de l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, en particulier à domicile. Nous avons vu aussi que les Français sont particulièrement favorables à la rémunération des aidants familiaux et qu'un pas important avait été franchi avec la mise en vigueur le 1er octobre 2020 de cette rémunération des aidants, prochainement revalorisée au SMIC. Enfin, nous avons découvert l'association Passerelle Assist Aidant et son dispositif unique d'accompagnement au domicile. Le bénéfice est évident, il répond à des problématiques jusqu'à présent insuffisamment prises en compte, en espérant que cette solution se déploie avec certaines adaptations sur le territoire national. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission le mois prochain. En attendant, portez-vous bien.